Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Je vais avoir le plaisir avec Gilles Smadja, Gilles Aaron Smadja même, de parler d'une expo insolite, mais à la fois émouvante et surprenante. C'est une expo qui aura lieu le 28 novembre à la Cinémathèque de Tel Aviv, puis après, elle sera transportée à Ashdod le 2 décembre et le 3 décembre. Vous pourrez la voir à Jérusalem. Je dis donc une exposition, je dirais, oui, un peu surprenante parce que ce n'est pas courant de voir le sport, je veux dire, avec cet angle. Ce qui est important, c'est de savoir que lors de cette exposition, Gilles Smadja, vous avez réuni 27 athlètes internationaux très connus pendant toute une période, presque un siècle, et ces artistes avaient quelque chose, une histoire particulière en dehors de leur histoire sportive, avait une histoire particulière. Je voudrais simplement dire, avant qu'on commence cette interview, que vous avez aussi une histoire avec le sport importante, mais une histoire professionnelle à travers plusieurs cabinets ministériels et même en tant que reporter sportif, m'a-t-on soufflé dans l'oreille. Cela dit, donc, une exposition jeudi prochain, 28 novembre, Cinémathèque de Tel Aviv. Et ces athlètes qui ont changé le monde, c'est le titre de cette expo. Pourquoi ce titre, Gilles Smadja? Eh bien, parce que les femmes et les hommes dont je parle dans cette exposition, les 27 femmes et hommes, se sont engagés, en dehors d'avoir été de grandes figures du sport, ces femmes et ces hommes se sont engagés à travers des actes courageux, parfois héroïques, parfois tragiques. Certains l'ont payé de leur vie. Ils se sont engagés pour tout simplement rendre le monde meilleur, plus humain et plus juste. Et pour moi, ils font partie de ces femmes et ces hommes qui ont fait bouger les lignes, qui ont amené à des prises de conscience et qui ont fait évoluer le monde. Et certains, ou plutôt même un certain, on en parlera évidemment, est même devenu juste de la nation, puisque son nom est cité à Yad Vashem. Parlons-en, donc parmi ces athlètes, on trouve le portrait de l'Italien, donc j'ai oublié Gino son nom à l'instant, Bartali. Gino Bartali. Gillo Bartali, qui était d'ailleurs le concurrent de Bobet, si je me souviens bien. Tout à fait, Euh, tout à fait. Alors alors, Gino Bartali, oui. non, alors c'est ça. Qu'a-t-il fait de particulier, ce Gino? Parce que Ben, c'est incroyable. Gino Bartali, son histoire, elle est magnifique parce que voilà cet enfant de Toscane euh, qui, euh, qui est né dans une famille catholique très pratiquante, on l'appelait Gino le Pieux. Voilà ce garçon qui a un talent extraordinaire. Il a du feu dans les jambes. Dès que la pente s'élève, il est irrésistible sur son vélo. Il gagne son premier Tour d'Italie à 18 ans et il gagne son premier Tour de France à 20 ans en 1938. Et quand il gagne le Tour de France, le dictateur qui est au pouvoir à ce moment-là en Italie, Mussolini, envoie deux émissaires à Paris qui sont armés et qui sont chargés d'aller dire à Bartali, tu vas recevoir ton maillot jaune, tu as gagné le Tour de France, c'est formidable, mais quand tu vas monter sur le podium, tu vas faire le salut fasciste. Oula. Bartali refuse. Bartali refuse. C'est son premier acte de résistance. Quand il rentre en Italie, il est interrogé par la police, il est inquiété, mais sa popularité est telle à ce moment-là, vous vous rendez compte, le Tour de France, sa popularité est telle que ça va le protéger. Et pendant la guerre, pendant 2 années, en 1943 et en 1944, alors que toutes les compétitions sont à l'arrêt, il est sur son vélo, il parcourt des centaines de kilomètres en Toscane et dans d'autres régions, et en fait, on saura plus tard, après la guerre, qu'en réalité, il transportait dans son vélo, il cachait dans son vélo, sous la selle et dans les tubes de son vélo, il cachait des faux papiers d'identité qu'il allait remettre à des familles juives pour les sauver et pour empêcher qu'elles soient arrêtées. Et ça, évidemment, on le saura bien après la guerre. Ce sont les familles que Bartali a sauvées qui vont le raconter, qui vont témoigner. Et petit à petit, on va reconstituer le puzzle de ce héros qui a sauvé des centaines de familles et effectivement qui a reçu le titre de Juste parmi les nations. Son nom est Yad Vashem, entre deux rangées d'oliviers, et je lui rends hommage dans cette exposition. Extraordinaire. Et des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Celle-là est très poignante. Mais puisque vous parlez de la guerre,
Et allons directement vers Victor Young Perez, ce juif tunisien qui a dû combattre, obligé à Auschwitz contre des SS. Absolument. Victor Pérez, c'est un enfant de la Hara à Tunis, le quartier juif pauvre de Oui, Tunis. C'est un garçon qui est un peu turbulent, qui fait des bêtises. Les commerçants n'aiment pas le voir rôder dans les parages avec ses copains. Et puis, les parents, pour le canaliser, l'inscrivent à la section boxe du Maccabi de Tunis. Et là, il va se révéler comme étant un très grand boxeur. Dans sa catégorie des poids mouches, il est rapide, il est agile, il frappe fort et il va en France contre l'avis de ses parents avec moult péripéties que je raconterai à Tel Aviv jeudi prochain. Il arrive en France, là il devient, à 20 ans, il devient champion de France, champion d'Europe et champion du monde. En waouh. 1932, champion du monde, il gagne par KO deuxième round contre l'Américain Frankie Gennaro. Et Victor Pérez, il affirme son identité juive. C'est un rebelle contre le régime de Vichy. Il refuse de se faire recenser. Il refuse de porter l'étoile jaune. Il va en Allemagne combattre alors qu'il y a la nuit de cristal. Au même moment, il est sur le ring pour essayer de battre un boxeur allemand. Il est déporté, il est dénoncé. C'est sur une dénonciation qu'il est arrêté et déporté à Auschwitz. Son convoi, c'est le convoi numéro 60. Il est déporté en 1942. Et quand il arrive à Auschwitz, les Allemands le reconnaissent. Les déportés le reconnaissent. Les déportés l'appellent champion. Et les Allemands le reconnaissent. Et donc, on le met à part. On installe un ring dans le camp. Et là, il va livrer 123 combats Incroyable. à l'intérieur du camp. On dit qu'il en a gagné 122 et à la fin en 1945, quand les nazis évacuent le camp d'Auschwitz, eh bien à ce moment-là, il est emmené avec les officiers allemands, l'un d'eux, et c'est l'un d'eux qui va l'assassiner dans ce qu'on a appelé plus tard les marches de la mort. Victor Oh là Pérez là. meurt à 34 ans dans les marches de la mort. Et voilà, et c'est ce garçon a eu un destin à la fois héroïque. Victor Pérez, pour moi, c'est la gloire et c'est l'enfer. Et je trouve que ce garçon, sa mémoire n'est pas assez reconnue. Les Tunisiens se souviennent, enfin en tout cas les anciens, les générations anciennes se souviennent Oui, de oui, ce champion surtout. du monde, aujourd'hui un peu moins. Et je pense qu'il est très important de montrer à quel point il a été à la fois un boxeur extraordinaire, champion du monde, et en même temps un vrai combattant. Il s'est opposé à sa manière au nazisme et à l'antisémitisme. Brahim Asloum l'a personnifié Oui, dans un film à son tout honneur, à si je ne me fait. trompe pas. Dans un film de Jacques Wanisch, Brahim Asloum jouait le rôle de Victor Pérez. Alors, des portraits comme ça dans ce trombinoscope de cette expo, je rappelle que c'est une expo vivante, puisque toutes ces histoires, et vous les racontez bien, vous allez les raconter en plus sur ces Oui, 27 figures. C'est tout bien à fait. ça? En fait, si vous voulez, il y a 18 panneaux qui seront installés Oui. dans le hall de la Cinémathèque avec une traduction en hébreu. Donc, ces panneaux, on pourra voir, il y a de très belles photos d'ailleurs, qu'on a recherchées un peu partout. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, je raconterai, comme je viens de le faire là très brièvement, je raconterai une douzaine d'athlètes avec des histoires un peu plus fournies que celles que je vous ai données. Je raconterai bien sûr Bartali, Pérez, mais je raconterai aussi Tommy Smith, Assiba Boulmerka. Alors, Euh, allons-y. Hassiba Boumelka, vous savez pourquoi? Parce que j'ai elle est appris, de grâce à vous, Constantine. qu'elle est constantinoise. Quel est son Oui. parcours? Quelle est son histoire? Alors, Assiba Boulmerka, elle est née à Constantine, dans une famille très modeste. Son père est assez traditionnel et il ne voit pas d'un très bon œil le fait que sa fille fasse de l'athlétisme. Mais Assiba, elle se révèle très vite comme une athlète de très haut niveau. On voit qu'elle a des capacités exceptionnelles. C'est grâce à son prof de sport à Constantine, un certain monsieur Lebed, qui arrive à convaincre son père de la laisser partir à Alger pour devenir une grande athlète. Mais ce qui caractérise Assiba, c'est que très jeune, elle s'oppose à la montée de l'intégrisme islamiste. Elle refuse de porter le voile, elle est victime d'actes malveillants.
elle m'a raconté, j'ai eu la chance de la rencontrer à Barcelone aux Jeux Olympiques, elle m'a raconté qu'elle a appris à courir vite parce que les barbus lui jetaient des pierres. Oh là là, c'est dingue. Et quand elle est à Barcelone, en 1992, aux Jeux Olympiques, et je la rencontre, j'ai face à moi une athlète à la fois très sereine, elle gagnera sa médaille d'or le lendemain, et très inquiète parce qu'à ce moment-là, elle est menacée de mort par les intégristes du Du fils fils, qui oui, avait remporté les élections et absolument, je me par souviens. le GIA qui commet les premiers attentats terroristes. Il faut quand même pas Absolument. oublier que ce terrorisme-là, en Algérie, il a tué plus de 200 000 personnes durant ce qu'on a appelé la décennie noire. Et Assiba Boulmerka, à sa manière, comme sportive, comme athlète, comme femme, elle s'est opposée à cette montée de l'intégrisme islamiste. Alors, elle est pas dans votre trombinoscope, comme je le disais, mais c'est la présidente du comité olympique israélien. Elle est invitée d'honneur. C'est Yael Arad. Yael Arad, la même année, en 92, à Barcelone, elle bat une Française. Oui, j'étais là. Et sur Et 400 mètres, donc 600 mètres ou 800 mètres, je ne sais non, plus. non, c'était en judo, c'était en judo. Ah, c'est en Et judo. oui, Yael Arad est une judoka. Elle a été une grande judoka. C'est quand même, ne l'oublions pas, la première médaille pour Israël aux Jeux Olympiques. Elle est médaille, D'accord. elle est médaille d'argent à Barcelone en 1992 à l'issue d'un combat contre une Française qui s'appelle toujours Catherine Fleury. Et Catherine Fleury, oui. Yael a eu la médaille d'argent et j'étais dans la salle ce soir-là et c'est un souvenir que j'aime lui rappeler quand je la vois. D'ailleurs, en 92, je m'en souviens, on doit presque avoir le même âge. S'il y avait en basket la célèbre Dream Team américaine, ça c'était Absolument. Ah bah incroyable, avec extraordinaire. Michael Jordan, Magic Johnson, Ouais, Larry ouais, ouais. Bird, Larry Scottie Bird, oui. Pippen, Scotty, ils étaient tous là. Oui. voilà. Alors, eux, ils y sont pas, mais puisqu'on parle des Américains, vous reparlez de cette affaire qui avait été devenue un scandale international extra-sportif. C'est Smith et Carlos lors des Jeux Olympiques de Mexico en 68. Absolument. Vous savez, en fait, Smith et Carlos, Smith, ils sont pas membres d'une organisation politique, contrairement à ce qui a pu se raconter et s'écrire. Ils ne sont pas membres des Black Panthers. Ils n'ont pas du tout cette vision racialiste, pas du tout. Eux, ce sont d'abord des sportifs. Smith, il va à Mexico pour gagner sa médaille d'or et il gagne sa médaille d'or. Il gagne sur 200 mètres. Il bat le record du monde en moins de 20 secondes sur 200 mètres en 68, ce qui est une performance exceptionnelle. Et quand ils s'apprêtent à recevoir leur médaille avec l'Australien, le troisième médaille d'argent, c'est-à-dire Peter Norman, lui, il est blanc. Eh bien, tous les trois, ils décident de faire quelque chose. Ils décident d'alerter le monde entier sur ce qui se passe aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire la ségrégation, le racisme, la pauvreté, l'état de dénuement et de pauvreté de millions de Noirs américains. Et il l'exprime à cette manière en levant le poing et en montant sur le podium en chaussettes noires pour dire la pauvreté et le dénuement de la population. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des héros aux États-Unis. Smith et Oui, Carlos. Ils ont leur statut dans beaucoup d'universités, ils ont absolument. leur nom dans beaucoup de rues, mais à l'époque, c'est la foudre qui s'est abattue sur eux. Ah, complètement. Ils sont, ils sont exclus immédiatement des Banni, Jeux banni, Olympiques, carrément banni. Oui. ils sont bannis. On était de véritables parias, plus personne ne voulait nous parler. C'est ce que racontera Tommy Smith, c'est ce qu'il me racontera quand je l'ai rencontré. Ils perdent leur boulot, ils reçoivent des menaces de mort, l'épouse de John Carlos se suicide, et Oh là. il a fallu attendre des dizaines d'années pour que enfin on leur dise, mais oui, finalement, ce que vous avez fait à Mexico, ça a été utile aux États-Unis pour progresser vers plus de justice et d'égalité. Et rendez-vous compte qu'il a fallu attendre 48 ans pour qu'il soit reçu à la Maison-Blanche et qu'on, d'une certaine manière, qu'on réhabilite leur acte de Mexico 68. J'ai eu la chance de rencontrer Tommy Smith et jeudi à Tel Aviv, je raconterai ce qu'il m'avait dit pendant les heures qu'on a passées ensemble et ça a été vraiment pour moi un moment inoubliable. Oui, gardez-en un peu pour jeudi. Je rappelle que cette exposition vivante a été d'ailleurs importée en Israël par l'intermédiaire de notre ami commune Nelly Soussan.
et que donc, tous à la Cinémathèque, hein. Jeudi soir, c'est à partir de 20h, je crois, et que c'est également sous le haut patronage de l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès. On parlait de Yael Arad, judoka, qu'ai-je dit, président du comité olympique israélien. Et puis, il y aura même d'ailleurs, il y aura même quelques Oui, Olympiens qui viendront. il y aura des Alors, athlètes, il y aura des athlètes israéliens d'hier et d'aujourd'hui. alors un dernier portrait, comme vous savez les raconter. Je vous laisse le choix. Allez. Bah, écoutez, il y a une femme dont j'aime beaucoup parler parce elle est extraordinaire, c'est Catherine Switzer. Ah ouais, Catherine Switzer, je connais son histoire, je m'en souviens. Incroyable. c'est une Américaine et dans l'histoire de l'athlétisme dans le monde, c'est la première femme à avoir couru un marathon. Alors non pas que les femmes auparavant n'étaient pas capables de courir les 42 kilomètres d'un marathon, pas du tout. C'est parce que C'était tout simplement, elles c'était étaient interdit. interdites. C'était Oui. interdit. Et en 1967, vous vous rendez compte, 1967, ce n'est pas au 19e siècle. En 1967, les femmes n'ont toujours pas le droit de courir un marathon. Et elle va braver cette interdiction. Elle s'inscrit pas sous d'un faux nom, mais uniquement avec ses initiales pour pas qu'on reconnaisse son prénom. Et là, elle part et elle va aller jusqu'au bout après moult péripéties que je vous raconterai. Eh ben, merci Gilles Smadja, vous m'avez donné l'eau à la bouche. Enfin, pas à moi, un peu, parce que je connais la fin de l'histoire, elle est incroyable. Mais j'espère à tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur Tandem TV. Pour s'inscrire, donc c'est pas compliqué, vous allez sur Google, ces athlètes qui ont changé le monde. J'avais un téléphone, je vais essayer de vous le retrouver, 052 817 46 71. 052 817 46 71. Mais le plus simple, c'est d'aller maintenant sur Internet pour retrouver et vous inscrire. C'est jeudi, le jeudi 28 novembre, à la Cinémathèque d'Israël. Si vous êtes d'Ashdod, l'expo ira à Ashdod. Si vous êtes de Jérusalem, l'expo continuera. Ce sera le 3 décembre à Jérusalem, le 2 décembre à Ashdod. En tous les cas, Gilles Smadja, on a hâte de vous voir, surtout de voir cette expo. À bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Merci. Au revoir.